s'est arrêté de travailler, c'était pas possible. Parce que sinon, on prenait l'eau. D'accord. Donc, on était déjà ici. Là, c'était dans un endroit où il y a ni eau ni électricité. C'est la première fois. Un enfant qui est né à Djibouti, qui a vécu en France, des études, et on se retrouve du jour au lendemain dans un endroit où il n'y a ni eau ni électricité. Il faut se dire qu'il y a 99% de risque d'échec et 1% de risque, comment dirais-je, de réussite. Là, tu doubles l'effort, tu multiplies l'effort pour réussir. C'est pas pour devenir millionnaire d'abord qu'on crée une entreprise, c'est pas vrai. Tu peux avoir une entreprise sur 20 ans, sur 30 ans sans être millionnaire, mais tu y vis. Donc moi j'ai toujours voulu donc, travailler, surtout investir dans ma région où je suis né, c'est-à-dire Tadjoura. Franchement, pour te dire, c'est une catastrophe. Une catastrophe parce que personne ne va vous financer. Tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez investi et ça n'avance pas. Il y a une grosse intempérie et ça emporte tout. Ça emporte tout. Ça emporte tout et je me suis retrouvé à zéro. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut aller chercher, il faut aller se battre. Bienvenue dans Yanni Podcast, le rendez-vous où les entrepreneurs djiboutiens livrent leur réalité. Produite par Dere Media avec les clés, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Yanni signifie en lagafar la réalité. Ici, ils nous parlent de leurs rêves, de leurs doutes, de leurs échecs, du risque qu'ils choisissent d'embrasser et surtout l'état d'esprit qui les anime dans l'épreuve comme dans la réussite. Ce que vous entendrez ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Alors, partagez, likez et surtout nous soutenir pour que nous puissions accueillir des invités plus prestigieux et plus inspirants. Dans cet épisode, nous décryptons le risque qu'un entrepreneur accepte d'encourir pour lancer un nouveau projet. Et nous explorons comment apprivoiser puis dépasser la peur qui souvent les accompagne. Bourham Mohamed Ali, promoteur du projet à Tadjoura de Gadile Palm Village, Gadile Resort Hotel. Ma réalité, entrepreneur, travail, persévérance, patience. Merci Bourhan d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ici aux clés dans cette podcast Yanni. Yanni qui veut dire en un phare la réalité. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous allons parler la réalité d'un entrepreneur et surtout sur le schéma de l'entrepreneuriat. Mais je me suis posé en préparant ces podcasts quelles sont les questions que je vais poser à M. Bourhan. Et puis après j'ai essayé de voir un peu qui est Bourhan. Je vis beaucoup de choses, mais je vais commencer par une chose déjà, c'est le prise de risque. Est-ce que, selon vous, le prise de risque chez l'entrepreneur, c'est inné chez l'entrepreneur ou c'est quelque chose qu'on adopte au fur et à mesure auquel on prend des risques? Merci de m'avoir invité à ce podcast. Si on parle de la réalité de l'entrepreneur, d'abord, qui dit entrepreneuriat dit risque, prise de risque. Sans prendre de risque, on ne peut pas être entrepreneur. Et d'ailleurs, je crois que c'est le fondateur de Toyota, c'est Toyoda, qui disait que être entrepreneur, c'est prendre, c'est-à-dire créer une entreprise en se disant que c'est 99% d'échecs et 1% de réussite. Ce n'est pas l'inverse. Si on part avec l'idée que c'est 99% de réussite et 1% d'échecs, il faut se dire qu'il y a 99% de risque d'échec et 1% de risque, comment dirais-je, de réussite. Là, tu doubles l'effort, tu multiplies l'effort pour réussir. D'accord. À mon avis, donc c'est ce qu'il disait M. Toyoda est vraiment pertinent. Ça vous permet de vous stimuler. D'accord. Et c'est pas en croyant que tout est facile, non, c'est pas vrai. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut aller chercher, il faut aller se battre. D'accord. Je rebondis sur ça. C'est le goût du prix de risque chez Bourhan. Est-ce que c'est quelque chose qui est là tous les jours quand tu travailles? Tous les jours. Tous les jours parce que dès que je suis arrivé après donc, mes études en France, je n'ai jamais voulu être embauché quelque part, ni fonctionnaire, ni quoi que ce soit. J'ai toujours voulu être indépendant et créer une entreprise
D'ailleurs, je suis parti même en 94 en Éthiopie. Ok. Je sais que tu connais pas, mais Là, j'apprends même. je suis parti en Éthiopie pour investir dans un champ de coton. Mhm. Et un an, j'étais en brousse, en Éthiopie, D'accord. où il n'y a rien, ni eau, ni électricité. Mhm. Il y a un fleuve. Mhm. Et je suis resté pratiquement un an Mhm. à faire pousser du coton dans un champ en Éthiopie. En Éthiopie. En Éthiopie. Et comment comment tu as eu cette idée? Comment cette idée est venue? Alors, un ami à mon père, Allah yarhamou, qui est venu à Djibouti, de l'Éthiopie, il me dit voilà, aujourd'hui, avec l'ouverture, donc le régime de Derg qui était tombé quelques années avant, donc il y a un boom dans l'agriculture en Éthiopie, et il y a cette opportunité, est-ce que ça t'intéresse? 94, j'avais à peine 23 ans, et j'ai dit à mon père il dit mais Est-ce que c'est possible? qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai dit voilà. Et si tu me donnes un peu d'argent, je peux commencer avec ça. Elle m'a dit, écoute, essaye, tu verras. Donc là, c'est l'argent de papa. C'est dans l'argent de papa, parce qu'il fallait juste m'amener un peu d'apport, Mhm. et le reste, c'était les banques de développement éthiopiennes qui donnaient. D'accord. Donc, comme lui était éthiopien, Mhm. donc en son nom, on avait investi, et puis moi, j'avais amené ma part, et pour commencer. D'accord. Et c'est là que donc j'ai appris vraiment la dureté de la vie, parce que dans un endroit où il n'y a ni eau ni électricité, Mhm. c'est la première fois, un enfant qui est né à Djibouti, qui a vécu en France, des études, et on se retrouve du jour au lendemain dans un endroit ni eau ni électricité. Et cultiver le coton. Cultiver le coton. Tu crois aujourd'hui Ouh. que c'est ça qui t'a forgé? Ça m'a forgé beaucoup parce que 23 ans, comme je te dis encore, et 400 employés, Ok. je parle ni amharique, ni quoi que ce soit. Mhm. Je parle que l'afare et l'anglais, le français. D'accord. Et imagine-toi, donc le matin, je me lève à 5 heures du matin, après la prière, on allait dans le champ avec ce monsieur. Mhm. Et j'ai appris tout sur le tas, la dureté de la vie, le travail. Vraiment, ça m'a formé, quoi. Donc, les Ça m'a prises de formé. risque étaient chez Absolument. toi dès le début. Je pense que c'était inné. C'était inné. C'était inné. Ok. Après, je vis aussi, en regardant un petit peu votre profil de gauche à droite, il n'y avait pas beaucoup de choses, hein. Ouais. Mais vu que avant de faire le Palm Beach Village, Gadile Palm Beach Village, Gadile Restore, bah, il y avait quelque chose qui était encore là avant Coco Beach. C'était comment Coco Beach? Alors, C'était quoi exactement? avant d'arriver à ça, donc en 98, quand on a fait avec la fermeture de Port d'Assab, Mhm. tout le transit éthiopien est passé par Djibouti. Donc, au mois de mai 2018, on avait un transit avec les amis. Donc, Sharp Transit, C'est en 98. En 98. En 98. Donc, moi, j'ai toujours voulu donc, travailler, surtout investir dans ma région où je suis né, c'est-à-dire Tadjoura. C'est pour ça qu'après 98, donc, en ouvrant la seule transit à Djibouti, j'ai toujours réfléchi, année après année, qu'est-ce que je dois faire à Tadjoura. Et là, donc, j'avais l'idée, c'était de développer le tourisme local. Et c'est là que j'ai investi en 2004 dans le projet de Coco Beach Coco à Beach. Tadjoura. Ouais. Est-ce que c'était pour diversifier tes revenus ou l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est vraiment tu voulais créer quelque chose à Tadjoura Bien sûr, diversifier, c'est sûr, mais surtout aussi, c'est pour créer quelque chose à Tadjoura, et investir? investir à Tadjoura. Parce que, comme vous savez, dans les régions, il y a un chômage endémique, il n'y a pas de travail. Donc, mon but, c'était de développer vraiment, parce que vous savez, hein, les régions, il y a un potentiel touristique incroyable qu'on sous-estime, qu'on n'a pas développé. Donc, mon idée, c'était de développer le secteur touristique dans ma région. Donc, tu penses à Coco Beach. Qu'est-ce qui Exactement. s'est passé alors, Coco Beach? Alors, en 2004, donc, on commence à construire. En 2006, donc, on inaugure. Ça a fonctionné en 2006, 2007. Et en 2008, il y a une grosse intempérie et ça emporte tout. Ça emporte tout. Ça emporte tout. Et je me suis retrouvé à zéro. Zéro. Comment tu as su? Ben, l'après-midi, on m'appelle, on me dit il y a une grosse intempérie avec des grêles, carrément, des grêles, les toits troués, les toits emportés. C'est incroyable. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, Et je comment dis, tu as réagi devant cette catastrophe naturelle. Tu dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Surtout qu'on n'est pas assuré, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de mécanisme de l'État qui t'aidait derrière. Donc voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ben, on a dit, on va refaire autrement. Donc, ça t'a pas arrêté, mais Non, au contraire, au contraire, au contraire. Donc j'ai discuté,
je pensais à autre chose. Donc, au bout de quelques années, je suis arrivé à ce que tu vois aujourd'hui, c'est le Gadile Palm Village et l'hôtel Gadile Resort. Gadile Palm Village et Gadile Restaurant, est-ce que c'était des idées qui étaient là en même temps? Quand j'ai développé, c'était un tout. C'était la cité avec l'hôtel. D'accord. Donc, c'était un lancement. Quand on l'a lancé en même temps tous ces projets-là. D'accord. Et quels étaient les risques que tu évaluais le plus en se disant, en fait, en se basant sur l'aventure de Coco Beach, mais là, ok, on part sur le dur, mais il faut investir beaucoup d'argent. Donc, c'est comment on arrive à vraiment surpasser la peur de l'échec, la peur de perdre de l'argent. Je n'ai jamais eu, c'est paradoxal peut-être, hein, mais la peur de perdre d'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu peur de perdre d'argent. Donc c'est pour ça que je suis toujours, est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat? Peut-être c'est ça aussi, parce que ce n'est pas avoir peur, je crois. Et moi, au contraire, c'est d'être utile. Mon but, c'est d'être utile. Et être utile, c'est d'investir, à mon avis, pour créer de l'emploi. Et c'est ça, mon rêve a toujours été de créer et d'être utile. Donc le projet de Palm Village à Tadjoura, avec l'hôtel, c'était ça. C'était créer de la richesse dans la région. Dans la région de Tadjoura. Ouais. Et puis participer à l'essor de l'économie du secteur touristique à Tadjoura, la ville blanche. J'imagine, à ce moment, on est en 2019. Absolument. En 2016, non. En 2016. En 2016, donc j'ai eu le décret attribuant ce terrain du président de la République. Et on a lancé les travaux fin 2016. Fin 2016, les premiers logements. Comment c'était la mobilisation de fonds pour ça? Alors, comment c'était? Personne ne croyait. Okay. Ni les banques, ni personne. Même ma famille. Ils disaient, mais comment tu vas investir tout ça à Tadjoura? Donc, on se posait la question, qui va acheter venir, surtout ça? Qui va acheter ces maisons-là? Et puis avant encore, l'hôtel qui va venir. Donc, je peux vous dire que personne ne croyait. J'étais, je crois, le seul à y croire à ça. Et comment on arrive à convaincre quand on est le seul à y croire? Parce que c'est là où la réticence est forte. À la fin, vous êtes vous-même, en fait, les gens qui veulent entreprendre, dès qu'il y a une résistance comme ça, résistance de la famille, on lâche toujours. Parce que je croyais vraiment, je croyais à ça. Et surtout parce que quand j'ai vu qu'il y avait une réticence un peu de partout, donc j'ai dit, parce que j'ai changé de plan, comme c'est une promotion immobilière, j'ai dit, tu investis d'abord ce que tu as, tu mets tout. Et comme c'est de la promotion immobilière, donc je vends le logement, ce que je gagne, je réinvestis. Ok, tu as utilisé cette méthode. Voilà, exactement. Il fallait leur montrer que c'est possible. C'était possible. Et au point que, anecdote, ouvrir une parenthèse, quand on a inauguré l'hôtel, le soir, la veille de l'inauguration de l'hôtel, on était à l'hôtel, au dîner, donc les invités, il y a certains qui ont passé la nuit. Je tairai les noms du directeur d'une banque, et qui me dit, écoute, c'est incroyable ce que vous avez fait, vous savez, on peut vous refinancer. Alors qu'ils n'avaient pas financé. Ils n'avaient pas financé. Ils avaient eu peur. Ils avaient peur, ils me disent, on ne peut pas vous refinancer. Pour vous dire, voilà, maintenant ils croient, les gens croient maintenant à notre capacité, à le résultat de ce qu'on a fait, quoi. D'accord, tu as investi tout d'abord toi-même, l'argent que tu avais. Exactement. Et puis, une fois que le villa ont été achetés, j'ai investi, tu as passé à l'hôtel. Exactement. Alors que c'était de fonds propres. Des fonds propres, absolument. Des fonds propres. Absolument. Ah, ok. Et donc là, maintenant, le banque, quand ils ont vu ça, c'est là où les banquiers commencent à croire. Commencent à croire, exactement. Maintenant, à notre capacité. Tu as la facilité de discuter avec eux. Je pense. Et donc, il y a aussi un autre risque qui se pointe à ce moment-là. Donc, on arrive à réaliser son rêve, le projet commence à prendre vie, on voit le bout du tunnel, baf, le monde se ferme. Absolument. Le Covid arrive. Oui. C'est bon, on est vraiment bien à prendre des risques, mais là, on est face à quelque chose qu'on peut rien. C'est tout ce qu'on ne peut pas imaginer. On avait tout imaginé, mais sauf ça. La fermeture des frontières, tout était fermé. Donc, comment tu as pu... Et là, franchement, pour te dire, c'est une catastrophe. Catastrophe parce que personne ne va vous financer. Tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez investi.
et ça n'avance pas. Et quand ça n'avance pas, il y a un problème. Donc, parce que, comment dirais-je, quand on investit, on a investi sur une période, on dit on aura une rentrée d'argent sur telle période. Là, tout a changé. Donc, retard sur le projet parce que les conteneurs ne viennent pas, tout est fermé, les usines ne tournent plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est le stress, c'est des nuits blanches. Pour se dire même que je suis tombé malade, c'est-à-dire que j'ai chopé un ulcère gastrique hein, avec à force de stress, tout ça. Ouais, je suis tombé malade. Et comment on arrive à faire fonctionner l'entreprise pendant qu'on investit l'argent quelque part, en prenant un risque? Quelle est l'attitude d'un entrepreneur dans ces moments-là? Quels sont ce qu'un entrepreneur doit faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de magique qu'un entrepreneur doit utiliser? Comment est-ce qu'on peut vraiment être axé sur son projet, sur en fait l'entreprise qui doit fonctionner, et en même temps tenir à ce que le risque soit atténué? D'abord, on arrête tout le superflu. Ok. Tout ce qui peut être superflu, on arrête. Tout ce qu'on gagne, on doit l'investir dans ce projet, parce que là, le projet, en l'occurrence, dans l'hôtel, et tout ce que j'ai gagné, je le mettais dans l'hôtel. Tout ce que j'ai gagné. Et on ne pouvait pas se permettre, comment dirais-je, moindre écart, de s'arrêter de travailler. C'était pas possible. Parce que sinon, on prenait l'eau. D'accord. Donc, on était déjà ici. Là, c'était. Là, c'était- On allait couler complètement. Donc, voilà, c'était vraiment très difficile. C'était très, très dur. C'était très dur. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, maintenant. Et tu as su gérer le stress familial, le stress de l'entreprise auquel il faut faire fonctionner, le stress de l'investissement auquel il faut finir et à ce qu'elle doit commencer à Absolument. prendre forme et à être une entreprise. Ça va dépendre de famille, hein, par moment, c'est des temps, c'est des heures passées au bureau, c'est des heures passées au chantier. La semaine, je suis à Djibouti, je travaille, fais fonctionner mon entreprise ici à Djibouti. Le week-end, je dois aller à Tadjoura pour superviser les travaux. Donc, je laisse ma famille à Djibouti. Donc, vraiment, c'est du temps pris sur la famille et le repos surtout. C'est un repos. Le repos. Pas de repos. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de. C'est vraiment. Ça a été difficile, mais il faut passer par là pour réussir. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de portion magique. Non. Et comment est-ce que Bohan définit, lui, le travail en équipe? Parce que je sais que tu es aussi associé d'une autre entreprise, CHAP, qui est dans le transit. Euh, Comment est-ce que toi et tes camarades d'entreprise, vous avez arrivé à résister à la tentation de séparation? À mon avis, il y a deux choses. D'abord, c'est le respect qu'on se doit l'un à l'autre. Quand un ami, parce que quand ce sont des amis, tu vois qu'il est fâché ou bien qu'il ne comprend pas quelque chose, d'abord, il faut le laisser. Il faut passer sa colère et on revient ensemble et on discute. Ça, c'est un. Et les deux, il ne faut pas qu'entre vous, ce soit l'argent. Si c'est l'argent qui est au milieu, là, c'est un problème. Donc, l'argent, ça vient, ça part. Il faut se dire que d'abord, c'est l'entreprise. Le plus important, il faut construire, c'est ça le but. Donc, il faut qu'on construise une chose, c'est l'entreprise. Donc, on a construit cette entreprise ensemble. Est-ce qu'on doit, pour des raisons vraiment qui peut être futiles, hein, on la met comment dire, en danger parce qu'on se dispute sur des choses futiles? Non. C'est sur ça qu'il faut discuter, à mon avis. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, nous sommes en 28e année de l'existence de notre entreprise. D'accord. Chab. Donc, c'est cette amitié, c'est cette compréhension mutuelle Absolument. et voir l'entreprise plutôt que l'argent. Plutôt que l'argent, absolument. Donc, quand tu regardes le petit Galilée de 23 ans qui est parti en Éthiopie, c'est lui d'aujourd'hui. C'est quoi la différence? Oh, ça s'agit. C'est l'âge. D'accord. Et surtout, ben, moi, ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses. Hein, parce que en fait, c'est pas l'école qui vous apprend. L'école vous ouvre l'esprit. Mais c'est plus l'expérience qui vous fait apprendre les choses. Donc, c'est l'expérience de la vie.
Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je sais maintenant sur lesquelles je pouvais m'énerver plus facilement il y a 20 ans. Aujourd'hui, non, je peux avaler. Donc c'est ça. Aujourd'hui, la différence entre il y a gagné de 23 ans Et et d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Donc il y a cette maturité, il y a Cette maturité, ouais. Et, mais le dégadiner, tous les dés prennent le risque Oui, en même temps. toujours. C'est-à-dire à 23 ans et aujourd'hui, Absolument. le risque de prendre, investir, diversifier ses ressources, en fait, créer de l'entreprise, Absolument. c'est votre gène, quoi. Je crois que c'est oui, comme parce ça. que comme je disais tout à l'heure, au début, j'ai refusé de travailler pour quelqu'un, que ce soit pour l'État ou pour l'entreprise. Non, j'ai dit non, il faut que moi-même je crée quelque chose. Comment aujourd'hui, dans ce cas, on peut impacter sur le gène qui veulent entreprendre et quels sont euh, le message qu'on peut le transmettre? À mon avis, il faut que les jeunes comprennent une chose, c'est il faut pas que peut-être, est-ce que on peut dire ça comme ça? Il faut pas que le but soit l'argent d'abord. D'abord, l'entreprise, c'est l'épanouissement. Il faut comprendre ça. Quand on crée quelque chose, que l'entreprise a réussi, c'est une satisfaction d'abord en soi. Et quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi. Et l'emploi que tu crées, tu fais vivre des familles avec. Ça, normalement, devrait te faire, comment dirais-je, une source d'autosatisfaction que de dire je vais gagner des millions et puis voilà, dormir. C'est pas vrai. L'entreprise, Est-ce qu'un entrepreneur, dès qu'il devient millionnaire, il dort bien? non, au contraire, il dort moins encore. Il dort moins encore. Il dort moins parce Il que compte le million. non, parce qu'il faut qu'il continue à faire vivre cette entreprise. D'accord. Parce que quand tu as 50 employés, Mhm, chaque mois, il faut que tu paies leur salaire. mhm. Et ça tombe pas du ciel. Il faut travailler pour ça. Il faut faire travailler ces employés. Il faut que tu te dis, mais si je ne paie pas ces employés, ils t'attendent à la fin du mois. Ils vivent de ça, ces gens-là. Donc c'est toi qui es responsable de leur salaire. Mhm. Et c'est pas vrai, on dort pas. On dort pas. On dort vraiment très mal. mal. Ouais. Et c'est quoi les aptitudes d'un entrepreneur qui réussit? Je disais tout à l'heure, à l'introduction, c'est d'abord sur le travail, Mhm, la persévérance mhm. et surtout la patience. La patience. Oui, il faut patienter. C'est pas, comme je disais, une recette magique, il y a pas, faut patienter. C'est la patience. Et il faut aller vraiment tout doucement Tout doucement, absolument, absolument. pour arriver à atteindre ses objectifs. Nous, par exemple, quand on a créé Chab en 98, première année, avec les amis, on a travaillé sans prendre un franc comme salaire. On habitait chez nos parents. On s'est dit, pas de salaire. Parce que si on prenait le salaire dès le début, déjà que l'entreprise, on commence à démarrer, parce qu'on avait l'objectif, c'est de grandir. Ok. On ne pouvait pas grandir si on commençait chacun à se prendre des salaires mirobolants avec des voitures, des derniers cris. C'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et des entrepreneurs à Djibouti se cassent la gueule, si je peux me permettre. Mhm. C'est à cause de ça. Parce qu'ils voient des hommes d'affaires qui roulent des gros cylindrés. Ben, ils disent, mais moi aussi, je peux me l'acheter. Est-ce que par définition, un homme d'affaires doit rouler un grand cylindré? Sinon, Pas obligé. sinon, dans le milieu d'entrepreneur, C'est pas tu es vrai. loser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qu'on croit malheureusement, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, nous, de 98, quand on a créé notre entreprise, 4 premières années, on n'avait pas de véhicule. Et pour que vous versiez de salaire, ça vous a pris 2 ans, Deux- première, 2 ans, on travaillait sans salaire. son salaire. Sans salaire. Et donc, il fallait être là chaque matin, Tous produire. les jours. On travaillait tous les jours. Il n'y avait pas de vendredi, on travaillait tous les jours, tous les jours. C'était quoi la discipline réelle de l'entreprise? Tout le matin, première heure, avant les employés, parti, après les employés. Le patron, c'est pas l'inverse. Malheureusement, on dit on doit venir après. Non, non, le patron doit montrer l'exemple. Il doit être avant les employés et partir après les employés. Et qu'est-ce que je dois m'imposer en tant que jeune entrepreneur? La discipline, La le discipline. travail. Ça, je crois que c'est d'abord, vraiment, il faut qu'il y ait une discipline d'abord de travail. Si on n'a pas une discipline de travail, malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Djibouti? On voit, moi, je m'étonne de voir ça le matin. Quand tu passes, tu vas dans les cafés, des voitures, des gens qui sont assis au café du matin à midi. Mais ils travaillent quand? Ils travaillent quand? J'aimerais bien savoir.
Non, c'est pas possible. On ne peut pas réussir sans travail. Est-ce qu'on peut pas être dans le café et parler de l'entrepreneuriat et être Non, entrepreneur? non, Non? non, c'est pas vrai. Moi, je peux pas croire à ça. D'accord. Le travail, c'est au bureau, c'est sur le terrain, c'est pas dans les cafés. Dans les cafés, c'est discussion. Et les discussions futiles et puis ça ne ramène rien. Comment tu gères ton temps? Le travail, Mhm. la prière, la famille et un peu de repos. Un peu rapide. Donc, s'il fallait aider les jeunes aujourd'hui et apporter un peu d'éclaircissement sur leur chemin à entreprendre quelque chose, euh, quels sont les conseils que tu allais donner? Si un jeune se mettait devant toi et te demandait comment je peux faire quelque chose. Moi, je lui dirais, il ne faut pas que tu partes dans l'idée que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, surtout maintenant avec Facebook et YouTube, on fait croire aux jeunes qu'on peut devenir millionnaire du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être il y a 1 sur 1 million, peut-être c'est possible, mais c'est pas vrai. La réalité n'est pas là. La réalité, c'est on construit petit à petit son entreprise. Et tu investis aujourd'hui 1000 francs, tu investis 10 000, tu investis. Ça dépend de tes moyens. Il y a des gens qui sont partis de rien, aujourd'hui qui sont à des milliards. Donc, ça, c'est pas vrai. Donc, c'est ça qu'il faut que les jeunes d'abord comprennent, que c'est pas pour devenir millionnaire d'abord qu'on crée une entreprise. C'est pas vrai. Tu peux avoir une entreprise sur 20 ans, sur 30 ans, sans être millionnaire, mais tu y vis. C'est ça d'abord. Il faut que tu y vives de ça. C'est ça d'abord l'important. Après, bien sûr, chacun aimerait que l'entreprise croît et gagner plus d'argent. Bien sûr, c'est normal. Mhm. Mais il ne faut pas que le but principal soit de devenir riche du jour au lendemain. C'est pas vrai. Comment on sépare de sa poche et l'argent de l'entreprise? Ça, c'est un autre problème à Djibouti. Et on confond les recettes d'entreprise avec les bénéfices, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on voit que beaucoup d'entreprises, au bout de quelques années, ferment, parce qu'on confond ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une frontière bien définie entre les recettes, c'est-à-dire les chiffres d'affaires de l'entreprise, et les bénéfices que tu dois, sur lesquels vivre, bien sûr. Mhm. Donc, il faut c'est à toi de dire, ça c'est à moi, ça c'est pour l'entreprise. Mais il faut différencier les deux. Il faut Il différencier faut les deux. pas Non, confondre. non, Il faut pas non, piocher l'un l'autre là, non, comme ça. non, 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 non. D'accord. Il y a une autre chose que j'aimerais dans ce podcast prendre de te demander, surtout, c'est les aînés, ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Réussi, le mot réussi est relatif, mais ceux qui ont créé quelque chose, ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui ont été euh, dans l'histoire, en fait, ont fait des échecs et aujourd'hui sont debout de ces échecs. Comment et par quels moyens ils pourraient aider le jeune à vraiment comprendre le chemin à emprunter quand on veut devenir entrepreneur? Peut-être c'est à vous, peut-être de l'Institut, par exemple, enfin, de créer des séances, enfin, d'organiser des séances de discussion avec des Les chefs personnes, voilà, des d'entreprise. chefs d'entreprise, avec les jeunes pour essayer d'échanger, de leur expliquer exactement enfin, l'attente, les difficultés qu'il peut y avoir en se lançant dans l'entrepreneuriat. À mon avis, il faudrait que enfin, des institutions prennent en charge ce type de rencontres ou déplacer quelques jeunes en mentorat chez des entrepreneurs qui ont réussi. C'est de cette manière-là, à mon avis, qu'on peut leur montrer la réalité des choses, à mon avis. Parce que je vois vraiment ce qui est dommage, de plus en plus des jeunes sont déconnectés de la réalité, malheureusement. Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, bien sûr, je parle. Et surtout Je quand il parle. s'agit de mettre une entreprise, en fait, d'une idée à l'entreprise. Absolument. Donc, c'est ça Absolument. qui... Absolument. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à Mahmoud. Je pense qu'on a pu faire le tour. Simplement, si tu as un message à faire passer aux jeunes, en regardant les caméras en face, et donner un conseil aux jeunes qui vont regarder ces podcasts.
Moi, je dirais aux jeunes qui veulent créer une entreprise, c'est n'ayez pas peur, croyez en vous. Ne croyez pas que quelqu'un va vous aider ou une main, je sais pas moi, Invisible. invisible va vous aider, c'est pas vrai. C'est vous d'abord. Et Dieu dit, aide-toi et moi je t'aiderai. Donc il faut que tu travailles à ce moment-là que Dieu t'aidera, bien sûr.